Je suis assise ici, dans mon fauteuil Voltaire, à regarder mon neveu Christophe sourire tout en me parlant avec cette voix lente et forte que l'on réserve aux enfants. Pour lui, je ne suis qu'une veuve de 75 ans dont l'esprit s'effiloche comme un vieux tapis bon marché. Il me prend pour une folle sénile, incapable de remarquer les 4 millions d'euros qu'il a détournés de ma SCI pour renflouer sa start-up moribonde. Ce qu'il oublie, c'est que j'ai passé 40 ans en tant qu'expert comptable judiciaire. C'est insensé. Il a déjà coupé mes lignes téléphoniques, me piégeant dans ma propre maison. Mais en le regardant, je comprends une chose, il n'attend pas que j'aille mieux, il attend que je meure. Jamais je n'aurais imaginé une telle trahison. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai géré la situation, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon histoire. Ce trou de 4 millions d'euros me hurle au visage, écrit dans une encre rouge que moi seul peux voir. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une faute de frappe, un retard d'écriture ou l'une de ces douzaines d'excuses qu'un auditeur paresseux pourrait accepter. C'est une extraction chirurgicale, une série de virements ponctionnant les actifs de la holding Beaumont pour irriguer les veines sèches et désespérées d'Apex Living, la start-up immobilière défaillante de Christophe. Mes doigts noueux, gonflés par cette polyarthrite rhumatoïde qui a transformé mes mains en branches tordues, tracent la piste numérique sur la tablette dissimulée que je garde scotchée sous mon bureau en acajou. L'adhésif est de qualité industrielle. C'est Adrien qui m'a appris cela. Si tu dois cacher quelque chose, Madeleine, assure-toi que ça reste caché. Les chiffres s'organisent dans mon esprit comme des soldats en formation. Virement non autorisé, 14 mars, 850 000 euros. Virement non autorisé, 2 avril, 1,2 million d'euros. 9 mai, 950 000 euros. Le schéma est d'une arrogance simpliste. Christophe pense que je suis trop loin pour remarquer quoi que ce soit. Il pense que cette démence qu'il murmure au conseil de famille m'a déjà vidé de ma substance, ne laissant qu'une coquille vide s'accrochant à ses souvenirs comme une naufragée à une épave. Il s'est trompé. C'est une preuve. C'est la démonstration mathématique d'une trahison, et cela me glace le sang plus sûrement que l'air matinal s'infiltrant par les vieilles fenêtres à guillotine de cet hôtel particulier de Neuilly. Les chiffres ne mentent jamais. Mais l'homme qui descend le couloir, lui, ment à chaque pas. J'entends le bruit lourd de ses pas sur le parquet, confiant, sans hâte, la démarche d'un homme qui croit avoir déjà gagné. J'ai peut-être 3 secondes. Je glisse la tablette dans son socle caché sous le bureau, le ruban velcro produisant un léger déchirement étouffé par le tic-tac de la pendule de parquet. Puis, je laisse mon corps s'affaisser sur lui-même. C'est une performance que j'ai perfectionnée au cours des 3 derniers mois. Je laisse ma colonne vertébrale se courber, mes épaules plongées vers l'avant. Je laisse ma mâchoire se relâcher, mes yeux perdre leur éclat et dériver vers la fenêtre où les grains de poussière dansent dans la pâle lumière parisienne. Je deviens ce qu'il attend de moi, un portrait délavé, une relique, une femme dont l'esprit brillant s'effiloche comme un tissu de mauvaise qualité. La lourde porte en chêne grince. Christophe entre, et l'odeur de son parfum cher, agressif, un de ces jus à la mode qui coûtent une fortune, le précède comme une menace chimique. Cela m'écœure. Il porte un plateau d'argent, celui du service à thé formel qu'Adrien et moi avions reçu comme cadeau de mariage en 1972. Dessus se trouve une unique tasse en porcelaine, d'où s'échappe la vapeur de l'Earl Grey qu'il me prépare si, gracieusement, chaque matin depuis qu'il s'est installé ici. Bonjour, ma petite tante, dit-il, sa voix dégoulinant d'une douceur synthétique qui me donne la chair de poule. Il pose le plateau sur la table basse devant mon fauteuil Voltaire. Ses yeux scannent mon visage, cherchant une étincelle de cette intelligence qu'il essaie d'enterrer. Je ne lui donne rien. Je garde le regard flou, les mains jointes sur mes genoux comme un enfant attendant la permission de parler. « Tu as bien dormi ?» demande-t-il, bien qu'il s'en moque éperdument. Il se dirige déjà vers les rideaux, les ouvrant d'un geste théâtral qui projette davantage de poussière dans la lumière. Il faut aérer un peu. Ça sent le musée, ici. Ça sent la cire d'abeille et le vieux papier, je pense. Ça sent une vie bien remplie. Mais je ne dis rien. À la place, j'offre un petit signe de tête tremblant. Il se tourne vers moi, son sourire de requin large et brillant. Tu te souviens du jardinier, Madeleine? Celui que tu as accusé d'avoir volé l'argenterie hier? Je sens mon pouce accélérer, mais je garde une respiration superficielle et régulière. Nous n'avons jamais eu de jardinier nommé Marcus.
Je n'ai pas regardé l'argenterie depuis des années. Elle est dans le coffre-fort au sous-sol, enveloppée dans un tissu antioxydant, exactement là où Adrien et moi l'avons placée en 2019. Mais Christophe construit un dossier, superposant la fiction à la réalité, répétant le récit qu'il présentera au service de protection des majeurs ou à un juge des tutelles, à quiconque il devra convaincre que je ne suis plus compétente. Je fixe les grains de poussière, laissant mes lèvres s'entr'ouvrir légèrement, et je murmure. Je crois, oui. Il coche mentalement une case. Je le vois à la façon dont ses épaules se relâchent, à la manière dont son sourire s'adoucit pour devenir presque pitoyable. C'est normal, ma petite tante. Nous avons tous des mauvais jours. Il ne sait pas que chaque mot, chaque geste, chaque mensonge est classé dans les archives vastes et froides de mon esprit. Je suis une experte comptable judiciaire. J'ai passé 40 ans à traquer les anomalies. Christophe n'est qu'une écriture comptable de plus qui ne tombe pas juste. Ma main tremble, en partie à cause de l'arthrose, en partie à cause de la montée d'adrénaline qui coule dans mes veines, alors que je tente d'atteindre la table d'appoint où mon smartphone est habituellement posé. La surface est de marbre froid, veinée de gris, et totalement vide. Je cligne des yeux, laissant la confusion envahir mon visage. Je regarde vers la prise murale. Le cordon blanc a été arraché, les fiches sont encore visibles dans la prise mais le téléphone lui-même a disparu. Je tourne lentement la tête vers le bureau en acajou où le téléphone fixe trône depuis 30 ans. Le combiné noir est toujours sur sa base, mais le cordon torsadé qui devrait le relier à la prise murale a été sectionné. La coupe est nette, professionnelle, faite avec une pince coupante. Les fils de cuivre effilochés brillent dans la lumière du matin comme des nerfs à vif. Mon cœur cogne contre mes côtes, une peur froide et logique qui n'a rien à voir avec la panique et tout à voir avec la lucidité. L'isolement ne vient pas. Il est là. Je suis un fantôme dans ma propre maison, et Christophe vient d'éteindre la lumière. J'ai besoin. Ma voix sort fine, grêle, la voix d'une femme à qui on a dérobé sa force. J'ai besoin d'appeler Maître Roche. Je tends la main vers le répertoire sur le bureau, mes doigts effleurant la carte usée où le nom de mon avocat est gravé en lettres élégantes. Avant que je puisse la toucher, la main de Christophe s'abat sur la mienne. Ce n'est pas une gifle. C'est un poids écrasant, un étau qui me broie. Sa chevalière en or me rentre dans les articulations gonflées de la main droite. Une douleur vive, blanche, irradie jusque dans mon bras, si intense que ma vision se trouble un instant. Il ne retire pas sa main. Il la laisse là, me clouant au bureau comme un insecte dans une vitrine de collectionneur. J'étouffe un cri, un petit son involontaire. Le masque du « neveu attentionné » a glissé. Ce qu'il y a dessous est froid, transactionnel, le visage d'un homme qui ne me voit pas comme sa parente, mais comme un distributeur de billets défectueux qu'il faut mettre hors service. Il se penche, sa bouche à quelques centimètres de mon oreille. Son haleine sent le café rassis et la menthe, un mélange écœurant. Nous en avons discuté, Madeleine. Tu n'es pas bien. Tu es confuse, et tu mets les gens mal à l'aise. La pression sur ma main augmente. Je sens un craquement dans l'articulation, un petit bruit sec et écœurant qui me prévient que je vais devoir me gaver d'ibuprofène pendant une semaine. J'ai pris la liberté de gérer tes distractions, continue-t-il d'une voix mielleuse. Plus de téléphone. Plus d'avocat. Juste du repos. Il serre ma main une dernière fois, un rappel de sa supériorité physique, de la force d'un homme de 40 ans contre la fragilité d'une femme de 75 ans, avant de s'emparer de la carte de l'avocat et de la glisser dans la poche de son pantalon en laine ajustée. Il se redresse, lissant ses cheveux avec l'air satisfait d'un homme qui vient de conclure une affaire. Il ne me regarde pas comme sa tante, pas comme la femme qui a payé les obsèques de son propre père, mais comme un passif qu'il est enfin en train de liquider violemment. Christophe recule vers la porte, ses yeux bleus trompeurs ne quittant jamais les miens. Sa main trouve les poignées en laiton des doubles portes de la bibliothèque. Je serai dans la cuisine si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il, d'un ton presque enjoué désormais. Essaie de faire une sieste. Les portes se referment avec un bruit sourd et définitif. Et là, je l'entends, le claquement lourd et métallique du pêne dormant que l'on verrouille de l'extérieur. Je suis enfermé. Mon sanctuaire, la pièce où Adrien et moi avons résolu notre premier audit ensemble à ce bureau même, où je lisais au coin du feu les soirs d'hiver, où j'ai passé les 5 dernières années dans un veuvage calme et digne,
est devenue ma cellule. Je me lève sur mes jambes tremblantes, ma canne en acajou cliquetant sur le parquet alors que je me dirige vers la porte. Je sais déjà qu'elle ne cédera pas, mais je tente quand même de tourner la poignée. C'est verrouillé. Les pênes sont anciens, de construction solide, du genre qu'on ne crochette pas avec une épingle à cheveux. Les murs de ma propre maison sont en train de se refermer sur moi. Je retourne à mon fauteuil Voltaire et je me force à respirer. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Refleques, Madeline. Reflechis en colonnes. J'évalue mon inventaire. J'ai mon esprit vif, précis, intact malgré ce que les faux rapports médicaux de Christophe pourraient prétendre. J'ai la tablette cachée, bien que sans ligne téléphonique, je ne puisse envoyer ni mail ni alerte. J'ai cette pièce, avec ses étagères du sol au plafond et le petit cabinet de toilette attenant où je garde une boîte de biscuits et une bouteille d'eau. Et j'ai le petit tiroir tapissé de velours dans le bureau, là où Adrien gardait ses urgences. Je l'ouvre. Les charnières sont silencieuses, huilées par l'habitude. À l'intérieur repose un stylo plume Man Blank vintage, un carnet de timbres de collection, une paire de lunettes de lecture dont je n'ai plus besoin, et une petite fiole ambrée dont l'étiquette pharmaceutique est passée, hydrate de chloral. 500 mg. Pour Adrien Beaumont. À prendre selon la prescription pour l'insomnie. Adrien ne l'a jamais utilisé. Le cancer l'a emporté avant que ses nuits sans sommeil ne deviennent insupportables. Mais je l'ai gardé, comme je garde tout classé, répertorié, prêt pour le jour où cela pourrait servir. Ce jour est arrivé. L'hydrate de chloral est puissant. Il est sans goût dans le café. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour déstabiliser un homme qui pense avoir déjà gagné. Je dois le faire revenir ici. Je dois le rendre vulnérable, le distraire, lui faire perdre pied. Je prends une inspiration saccadée et pousse un cri strident, perçant, qui résonne sous les plafonds voûtés de la bibliothèque. Adrien, l'eau monte. Aide-moi. D'un revers de l'avant-bras, je balaie une pile de revues financières posées sur le bureau, les laissant s'écraser au sol dans un vacarme de choc sourd. Le son est spectaculaire, violent, chaotique, le bruit d'une femme en pleine crise psychotique. J'entends des pas courir dans le couloir. Le pen dormant glisse avec un cri métallique et Christophe fait irruption dans la pièce, le visage figé dans un masque de panique agacé. « Madeline, qu'est-ce que tu fabriques, bordel ?» siffle-t-il, ses yeux se posant sur le désordre de journaux éparpillés sur le tapis persan. Je me recroqueville dans mon fauteuil, serrant mon cardigan en cachemire contre ma gorge. Mes yeux sont écarquillés, vides, ma respiration rapide et superficielle. Les tuyaux, Adrien, il fuit de l'or, je bafouille, la voix brisée sur le dernier mot. Christophe jure entre ses dents quelque chose de vulgaire et de frustré et s'agenouille pour ramasser les revues. Sa montre de luxe brille sous la lampe alors qu'il les empile en un tas désordonné et furieux. Il est tellement concentré sur la mise en scène de mon épisode qu'il ne remarque pas ma main qui plonge dans le tiroir de velours. Je saisis la petite fiole ambrée. Le verre est froid contre mes doigts noueux et perclus d'arthrose. Je la glisse dans la poche de mon cardigan d'un geste fluide et exercé. Je suis une experte comptable judiciaire. Je sais exactement comment dissimuler une anomalie quand c'est crucial. J'ai soif, Christophe, je gémis d'une voix traînante. Tellement soif. Je tends la main vers le verre d'eau sur le bureau, à moitié plein, la condensation perlant sur les parois et d'un coup de poignet calculé, je l'envoie basculer sur ses genoux. L'eau glacée éclabousse son pantalon de costume, imbibant la laine coûteuse jusqu'à sa peau. Il pousse un cri aigu, surpris, et bondit sur ses pieds. « Merde, Madeline !» hurle-t-il, le visage rouge de rage. Il pose sa tasse de café sur le bord du bureau, exactement là où j'en ai besoin, et se précipite vers le buffet pour attraper une poignée de mouchoirs. Il me tourne complètement le dos. C'est le moment. Ma fragilité s'évapore. Ma main est parfaitement stable alors que je sors la fiole de ma poche et dévisse le compte-gouttes d'un geste précis. Une goutte. 2. 3. Le liquide clair disparaît dans le café noir, sans laisser de traces, sans film gras, sans aucune preuve. Je réglisse la fiole dans ma poche juste au moment où il se retourne, le visage encore empourpré. Il tamponne son pantalon avec les mouchoirs, ses mouvements sont secs et agressifs. « Tu es un cauchemar » grogne-t-il,
saisissant sa tasse sur le bureau pour prendre une longue gorgée agressive afin de calmer ses nerfs. Je me laisse glisser contre les coussins, laissant mon regard dériver vers la fenêtre. Mes mains tremblent sur mes genoux, un tremblement de vieillesse, d'arthrose, celui d'une femme qui a perdu pied avec le présent. Mais intérieurement, je suis d'un calme olympien. Le poison est dans le système. Le contre-audit a commencé. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre n'est pas l'arrivée des secours. C'est le départ de l'espoir. À travers l'étroite fenêtre latérale de la bibliothèque, je regarde Madame Lambert, ma gouvernante depuis 15 ans, celle qui m'apporte mon infusion à la camomille sans que j'aie besoin de demander, et qui sait que je ne beurre mes tartines que d'un côté, debout sur le perron, son manteau de laine sur le bras. La lumière du matin accroche les reflets d'argent dans ses cheveux. Elle semble petite, diminuée, comme une femme à qui l'on vient d'annoncer que ses services ne sont plus requis. Christophe se dessine en silhouette dans l'entrebâillement, la posture agressive, les épaules carrées. Il tient quelque chose à la main, un chèque, je devine, alors qu'il le lui tend brusquement. Je n'entends pas les mots à travers l'épais vitrage, mais je la vois tressaillir. Elle lève les yeux vers ma fenêtre, son regard trouvant le mien par-delà la distance, et ce que j'y vois me serre le cœur, une pitié confuse et impuissante. Elle pense que je suis partie. Elle pense que la femme qu'elle a servie pendant une décennie et demie a fini par succomber à ce brouillard dont Christophe murmure l'existence à la boulangerie, aux sorties de la messe, partout où quelqu'un veut bien l'écouter. Christophe referme la porte. Madame Lambert s'éloigne dans l'allée, les épaules voûtées contre bien plus que la simple fraîcheur de l'automne. Il coupe les soutiens, un par un, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une tour penchée n'ayant nulle part où tomber, si ce n'est entre ses mains. Je m'enfonce dans mon fauteuil Voltaire, mes doigts agrippant les accoudoirs. Le cuir est froid et lisse, usé par des décennies d'usage. Je me force à respirer. Madame Lambert était mes yeux et mes oreilles quand Christophe était ailleurs dans la maison. Elle était mon témoin. Désormais, je suis seule avec un homme qui vient de s'administrer un sédatif sans le savoir. La porte de la bibliothèque s'ouvre à la volée. Christophe entre, animé d'une énergie nouvelle, une satisfaction fébrile et maniaque. Il tient à la main un petit boîtier noir, de la taille d'un jeu de cartes, dont la façade est ornée de 3 diodes vertes clignotantes. La sécurité avant tout, ma petite tante, lance-t-il d'un ton guilleret en se dirigeant vers la prise électrique près de l'étagère. Il branche l'appareil, et j'entends un léger bourdonnement électronique. Sous le bureau, caché dans son socle de velcro industriel, ma tablette vibre une fois, un petit buzz désespéré, puis retombe dans le silence. L'icône Wi-Fi dans le coin de l'écran s'éteint. Il vient d'installer un pare-feu localisé. Umbro de signal. Un dispositif conçu pour rompre ma connexion avec le monde extérieur d'une manière qui semble tout à fait légitime. Protégée, une vieille femme confuse contre les dangers d'Internet. Je suis désormais numériquement aveugle, sourde et muette. Christophe s'appuie contre le bureau en acajou, les bras croisés, m'observant d'un regard suffisant aux paupières lourdes. Il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Ses pupilles sont dilatées, avalant le bleu trompeur de son regard jusqu'à le rendre presque noir. Le sédatif fait effet. Son corps commence à traiter l'hydrate de chloral, et son système nerveux entame sa lente et inexorable glissade vers la léthargie. Voilà, dit-il, la voix épaisse de satisfaction. Plus de confusion. Plus d'urgence au milieu de la nuit, où tu essaies d'appeler la police parce que tu crois que la maison brûle. Nous savons tous les deux que je n'ai jamais appelé la police. Mais la fiction se tisse de plus en plus serrée, fil après fil. Il croit resserrer le nœud coulant. Il ne réalise pas que c'est lui qui perd l'équilibre sur l'échafaud. La sonnette retentit à nouveau, un carillon net, en 2 notes, qui résonne dans toute la maison. Christophe se redresse, lissant ses cheveux d'une main qui, je le remarque, s'attarde une demi-seconde de trop sur sa tempe. Ce doit être Tessier, dit-il presque pour lui-même. Il se dirige vers le hall, sa démarche est légèrement altérée, un accroc dans sa jambe gauche, comme s'il avait oublié comment coordonner le mouvement. J'entends le murmure des voix dans le couloir. Puis des pas 2 paires, l'une assurée et vive, l'autre plus lente, plus lourde. Monsieur Tessier entre dans la bibliothèque, et je comprends immédiatement qui il est. C'est un expert en succession, le genre d'homme spécialisé dans les liquidations discrètes. Son costume est coûteux, laine anthracite,
coupe italienne, mais il y a quelque chose de froid et de transactionnel dans sa façon de le porter, comme un uniforme. Il tient une tablette d'une main et un porte-document en cuir de l'autre. Ses yeux balaient la pièce d'un regard clinique et mesuré, s'arrêtant sur la collection de Dickens en édition originale d'Adrien, derrière la vitrine de la bibliothèque. Il regarde ses livres, David Copperfield, De grandes espérances, des volumes que mon mari a mis 30 ans à rassembler comme s'il s'agissait de simples bois de chauffage. Monsieur Beaumont, dit Tessier en adressant un bref signe de tête à Christophe. Sa voix est lisse, professionnelle, totalement dénuée de chaleur. Pouvons-nous commencer l'inventaire? Christophe l'accueille avec un enthousiasme pâteux qui me donne froid dans le dos. Absolument. Allons-y, ne perdons pas de temps. Ses mouvements sont un peu trop amples, ses gestes balayés et exagérés. Sa voix est un ton trop haute, comme s'il essayait de se convaincre lui-même de sa propre compétence. Les vautours tournent. Et Christophe a déjà commencé à découper la viande. Je reste immobile dans mon fauteuil, les mains jointes, le visage figé dans une expression de confusion vacante. Tessier me lance un regard, un battement de paupières bref et dédaigneux, puis reporte son attention sur Christophe. Asseyons-nous, je murmure d'une voix fine. Je désigne du doigt la table basse de style victorien devant le canapé. Mes genoux, ils sont si lourds aujourd'hui. C'est un choix tactique. La table basse culmine à peine à 40 cm du sol, une pièce délicate au pied galbé qu'Adrien et moi avions acheté lors d'une vente aux enchères en 1998. Pour examiner des documents à cet endroit, Christophe, qui mesure 1,85 m, doit se courber, comprimant ses poumons et forçant son corps dans une position inconfortable. Le sédatif agit plus vite quand le corps est soumis à une contrainte physique. Je me laisse glisser sur le canapé, ma frêle silhouette disparaissant dans les coussins profonds. J'ai l'air petite, fragile, inoffensive. Christophe et Tessier sont forcés de surplomber la zone des documents, leur taille devenant un fardeau. Je contrôle la géographie de la pièce, et aucun des deux ne s'en rend compte. Tessier pose son porte-documents sur la table et commence à sortir des formulaires d'expertise. Christophe se laisse tomber sur le canapé à mes côtés dans un grognement, son épaule frôlant la mienne. Je sens la chaleur qui émane de lui, sa température corporelle monte, un autre effet secondaire de l'hydrate de chloral alors que son métabolisme lutte pour traiter cette substance étrangère. Monsieur Tessier soulève un petit bol en argent du buffet, une reproduction de style géorgien, valant peut-être 12 000 € aux enchères. Il le tourne entre ses mains, inspectant le poinçon. Cela devrait partir vite, dit-il d'un ton plat. Le marché de l'argenterie ancienne est très porteur en ce moment. Christophe lâche un rire saccadé, trop fort, trop soudain. Il vaudrait mieux. J'ai des requins du milieu à Luxembourg qui ne s'intéressent pas à l'histoire. Tessier. Ils s'intéressent aux 200 000 € que je leur dois d'ici vendredi. Ces mots restent suspendus dans l'air. Christophe se fige. Ses yeux s'écarquillent légèrement, ses pupilles dilatées lui donnant un air effrayé, presque animal. Le sédatif a balayé son filtre. Le vernis soigné de l'entrepreneur a sucé s'écaille pour révéler le joueur désespéré qui se cache dessous. Tessier hausse un sourcil. Le milieu, le visage de Christophe s'empourpre. Il agite une main, le geste est trop rapide, trop défensif. Pour l'expansion. Apex Living. Vous savez ce que c'est. Le marché du crédit est tendu, alors on s'adresse à des prêteurs privés. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ce n'est pas classique. Ces prêteurs-là ne se soucient ni des échéanciers ni des scores de crédit. Ils s'intéressent aux garanties physiques, extractibles, violentes. Je saisis l'information et je la classe dans l'archive froide et ordonnée de mon esprit. 200,000 €. Vendredi. Des requins à Luxembourg. Il n'est pas seulement cupide. Il est aux abois. Il s'énorgueille. Je me penche en avant, les mains tremblantes, moitié par jeu, moitié à cause de la douleur réelle de l'arthrose, alors que je tente d'attraper un presse-papier en cristal que Tessier examine. C'est une pièce lourde, taillée à facettes, du genre à capturer la lumière pour projeter des arcs-en-ciel au plafond. Oh, laissez-moi vous aider, je bafouille, la voix haute et brisée. Je sais où sont les papiers. Les certificats. Adrien les gardait dans le. Je renverse une pile de dossiers du bord de la table. Il s'écrase au sol dans une cascade de chemises cartonnées et de feuilles blanches, s'éparpillant sur le tapis persan. Madeline. S'emporte Christophe,
sa voix craquant sous l'irritation. Je suis désolé, je gémis en me penchant pour les ramasser. Alors que je me courbe, mes doigts effleurent le lourd coupe-papier en laiton qu'Adrien gardait dans une vitrine près de la plainte. C'est une pièce antique, longue de 20 centimètres, avec un pommeau en tête de lion et une lame émoussée par un siècle d'usage. Je le glisse dans la poche profonde de mon cardigan, sentant son poids contre ma hanche. C'est un outil primitif. Mais dans les mains d'une femme que tout le monde considère comme inoffensive, c'est une arme silencieuse et pesante. Christophe transpire maintenant. Je le vois en me redressant, serrant les dossiers contre ma poitrine. Des perles de sueur se forment à la lisière de ses cheveux, accrochant la lumière. Il s'essuie le front du revers de la main, une main agitée d'un tremblement rythmique, presque imperceptible. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» lance-t-il soudain, la voix aiguë. Il me fixe, les yeux grands ouverts et fuyants. « Reed. Arrête de me fixer. » Je ne le fixais pas. Je regardais les dossiers. Mais sa perception se fracture, son cerveau déraille alors qu'il lutte contre le sédatif qui envahit son système. Je ne... Commençai-je d'une voix fluette. Contente-toi de rester assise et de te taire. Siffle-t-il. Il devient hypersensible aux stimuli, paranoïaque. Son système nerveux surréagit à la moindre sollicitation. C'est un effet secondaire classique de l'hydrate de chloral lorsque le cerveau combat la léthargie. Il fait les 100 pas dans le petit espace entre le canapé et le bureau, sa démarche clochant à chaque 3e pas. Le personnage du neveu attentionné, part en lambeaux en temps réel, remplacé par un être nerveux et acculé. Tessier l'observe avec l'expression soigneusement neutre d'un homme qui a déjà vu cela. L'héritier désespéré, l'empire qui s'effondre, la succession qu'il faut liquider à tout prix. Monsieur Beaumont, dit prudemment Tessier, nous devrions peut-être faire une pause. Vous semblez. Je vais très bien. Tranche Christophe. Il s'arrête de marcher et s'agrippe au bord du bureau pour se stabiliser. Ses phalanges sont blanches. Finissons en, c'est tout. Il plonge la main dans sa sacoche en cuir, celle avec le logo d'Apex Living embossé à l'or, et en sort une épaisse enveloppe Kraft. Il la claque sur la table basse avec une force qui fait tressaillir Tessier. Assez fait de théâtre, grogne-t-il. Il sort une liasse de documents juridiques, les pages reliées par un dos bleu, net et autoritaire. Je vois l'entête, imprimée en lettres grasses et impitoyables. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure DUTLT mandat de protection future. Le coup de grâce. Il n'attend pas que je meure. Il n'attend pas que le conseil de famille approuve ses virements. Il va utiliser la loi pour effacer ma signature du monde, pour me dépouiller de ma personnalité juridique alors que je respire encore. Si je signe cela, je ne suis plus Madeleine Beaumont, experte comptable, veuve d'Adrien Beaumont, femme saine d'esprit et au jugement acéré. Je deviens une pupille. Un actif à gérer. Une ligne budgétaire dans le registre d'un autre. Christophe se penche, son visage à quelques centimètres du mien. L'odeur de son haleine a changé, chimique, amère, l'hydrate de chloral se métabolisant en composé qui tapisse sa langue. Tu signes ça, Madeleine, dit-il d'une voix basse et venimeuse, et tu pourras rester ici quelques semaines le temps que nous fassions une évaluation. Si tu ne signes pas, l'ambulance pour la clinique de l'Olivret arrive à 18h ce soir. Ils ont des chambres capitonnées pour les patients, combatifs. L'Olivret. J'ai lu les rapports d'inspection dans le Figaro, manque de personnel, surpopulation, des patients contenus par des sangles et laissés à l'abandon. C'est ton choix, dit Christophe. Il me tend un lourd stylo en or, le manbleng d'Adrien, celui qu'il a utilisé pour signer l'acte de propriété de cette maison. La menace est nue, dépourvue de tout semblant de sollicitude. Il prend ma vie en otage dans mon propre salon, devant un témoin payé pour détourner le regard. Je prends le stylo. Mes doigts sont noueux, les articulations gonflées et raides. Je baisse les yeux vers la ligne de signature, l'espace vide où mon nom devrait figurer. Puis je regarde les notes que Christophe a griffonnées dans les marges, ses initiales, ses dates, ses traits agressifs à l'encre bleue. Son écriture ne va pas. D'ordinaire, la calligraphie de Christophe est faite de boucles arrogantes et acérées, l'écriture d'un homme qui signe des contrats avec panache. Mais là, les lettres dérivent hors de la ligne, s'affaissant vers le bas comme attirées par la gravité. Le « C » de son prénom ressemble à un insecte écrasé,
la courbe s'effondrant sur elle-même. Son cortex moteur le trahit. Le contrôle musculaire fin requis pour écrire clairement est étouffé par le sédatif. Il perd la capacité d'exécuter des tâches complexes, alors même qu'il exige que j'en accomplisse une. Le prédateur perd ses dents, et il ne le sait pas encore. Je laisse le stylo planer au-dessus de la page, ma main tremblante. Puis je le laisse tomber sur le parquet, le bruit est sec et définitif. Je ne peux pas, je murmure, la voix brisée. Le corps, il est trop mince. Mes doigts ne se referment pas. Je lève les yeux vers Christophe avec un espoir suppliant et pathétique. Christophe, mon chéri, pourrais-tu aller chercher le manchon ergonomique en caoutchouc? Il est dans le vieux bureau d'Adrien, dans les archives, au sous-sol. Le tiroir du milieu. Je ne peux pas signer sans cela. C'est une tactique de diversion classique. Éloigner l'agresseur, gagner du temps, réévaluer le champ de bataille. Mais pour un homme qui combat actuellement un brouillard de sa propre création, et qui a besoin de cette signature pour sauver sa vie qui s'écroule, cela ressemble à une requête raisonnable de la part d'une femme brisée. Il contracte la maquare. Il regarde le stylo au sol, puis moi, puis Tessier. Très bien, grogne-t-il. 1 minute. Ne bouge pas. Il se lève du canapé, ses mouvements sont désordonnés. Sa tête bascule en avant 1 seconde, son menton touchant presque sa poitrine, avant qu'il ne se redresse d'un effort visible. Il titube vers la porte qui mène au sous-sol, son épaule heurtant le chambranle au passage. J'entends le grincement des vieilles marches en bois, chacune gémissant sous son poids alors qu'il descend vers les archives. Le sous-sol. Froid, humide, mal éclairé. Rempli de boîtes et de choses oubliées. Je tourne mon regard vers Monsieur Tessier. Il observe la porte du sous-sol avec une expression que je ne peux décrire que comme un profond malaise. Il vient de voir un homme visiblement intoxiqué ou diminué menacer une vieille femme fragile d'internement forcé tout en exigeant qu'elle renonce à ses droits civiques. Il est ma première, donnée, indépendante pour l'audit à venir. Je laisse mes mains trembler sur mes genoux. Je laisse une larme couler sur ma joue. Il ne va pas bien, je murmure, la voix à peine audible. Je suis si inquiète pour lui. Tessier ne dit rien. Mais il ouvre son porte-documents et commence discrètement à prendre des notes. Dès que la porte du sous-sol se referme, mon dos se redresse d'un coup. La transformation est immédiate, électrique. Les mains tremblantes s'immobilisent, le regard vague devient un laser. Je bouge avec une urgence qui choquerait Christophe, qui choquerait quiconque m'a vu traîner les pieds dans cette pièce avec ma canne. Mes articulations hurlent. L'arthrose envoie des décharges blanches dans mes poignets et mes genoux alors que je me jette sur sa mallette en cuir italien. Mais la douleur n'est qu'une donnée, et pour l'instant, les données indiquent que j'ai environ 90 secondes avant son retour. La mallette est lourde, luxueuse, une Ferragamo, probablement payée avec l'argent qu'il a volé. Elle sent le soin pour cuire et le désespoir. La serrure est un mécanisme simple à code, 3 chiffres. Je n'ai pas besoin de clé. Je connais Christophe. Je connais ses faiblesses, sa sentimentalité, les failles dans son armure. Sa première femme, Nathalie. La seule personne qu'il ait jamais vraiment crainte, celle qui a pris la moitié de ses biens lors du divorce et l'a laissé financièrement exsangue. Sa date de naissance, le 12 août. 0-8-1-2. Les loquets sautent avec un claquement métallique satisfaisant. Je ne cherche pas d'argent. Je ne cherche pas de contrat ou d'acte de propriété. Je cherche le récit. Je le trouve dans un carnet relié en cuir, le genre d'objet que l'on achète dans les papeteries de luxe pour se donner un air organisé. La couverture est embossée aux initiales de Christophe en lettres d'or. Je l'ouvre d'un coup sec. À l'intérieur, de l'écriture de Christophe, cette graphie agressive aux boucles serrées qui commence déjà à se dégrader, se trouvent les journaux de démence. 14 octobre. Madeleine a encore oublié la cuisinière. J'ai trouvé le brûleur au maximum sans rien dessus. J'ai dû intervenir avant qu'elle ne mette le feu à la maison. 22 octobre. Je l'ai surprise en train de parler au miroir du couloir. Elle pensait que c'était Adrien. Elle est devenue combative quand j'ai essayé de la raisonner. 3 novembre. Madeleine a accusé Madame Lambert d'avoir volé ses bijoux. Les bijoux étaient dans son tiroir depuis le début. Madame Lambert est très patiente, mais cela devient intenable. C'est une œuvre de pure fiction.
Un mensonge méticuleusement élaboré pour convaincre un juge, une assistante sociale ou un enquêteur des services de protection que je suis une bombe à retardement de sénilité. Je n'ai jamais laissé le gaz ouvert. Je n'ai jamais parlé à un miroir. Je n'ai jamais accusé Madame Lambert de vol. Voir ma vie réduite à ces défaillances fabriquées provoque en moi une décharge de fureur froide, pas une rage bouillonnante, mais cette colère calculée qui aiguise l'esprit comme une arme. Il ne se contente pas de voler mon argent. Il réécrit mon histoire. Il efface la femme que j'étais, l'expert comptable judiciaire qui n'a jamais manqué une décimale, l'épouse qui tenait la main de son mari mourant à chaque séance de chimiothérapie, la professionnelle qui a témoigné devant la Cour fédérale pour faire tomber un réseau de détournement de fonds, et la remplace par une ombre confuse et dangereuse. Je tourne la page. Sous les journaux se cache le « pourquoi ». Une chemise rouge vif, celle utilisée pour les documents financiers urgents. L'entête hurle en lettres noires. Mise en demeure. Défaut de paiement. L'expediteur. Lux Capital. Luxembourg. Je lis rapidement. Mes yeux scannant le texte juridique dansent avec la vitesse de celle qui a passé 40 ans à faire exactement cela. Christophe n'a pas seulement volé la SCI familiale. Il a mis l'hôtel particulier en garantie. Il a utilisé ma maison, la maison d'Adrien, celle que nous avons achetée en 1973 avec toutes nos économies, comme collatéral pour un prêt relais de 2,5 millions d'euros afin de maintenir Apex Living à flot. Les conditions sont prédatrices, 22% d'intérêt, capitalisé mensuellement. Paiement intégral du sous 90 jours, faute de quoi la propriété revient au prêteur. L'échéance était il y a 3 jours. S'il n'obtient pas ma signature sur ses papiers de tutelle aujourd'hui, s'il ne peut pas liquider le patrimoine pour payer Lux Capital, la maison appartiendra aux requins dès lundi matin. Ils changeront les serrures, m'expulseront et vendront tout aux enchères pour récupérer leur mise. Ce n'est pas seulement un jour de paye pour lui. C'est un sursis avant l'exécution. C'est un homme avec un pistolet sur la tempe, et je suis le bouclier qu'il tient entre lui et la balle. Je lève les yeux vers Monsieur Tessier, l'expert, qui est resté assis dans un silence inconfortable, faisant semblant de relire ses formulaires. Monsieur Tessier, je siffle d'une voix basse et urgente. J'ai besoin de votre téléphone. Maintenant. Il cligne des yeux, saisi par la soudaine fermeté de mon ton, la voix d'une femme qui n'a absolument rien de confus. Il hésite, puis plonge la main dans sa poche et sort un smartphone dernier cri. Il tapote l'écran, les sourcils froncés. Il n'y a aucun signal, Madame Beaumont. Il lève le téléphone pour me montrer l'écran. Aucune barre, pas de Wi-Fi. Votre réseau, il bloque toutes les connexions sortantes. La cage numérique de Christophe est absolue. Je regarde le téléphone fixe sur le bureau toujours sectionné, les fils de cuivre brillant dans la lumière comme des nerfs à vif. Je regarde la tablette cachée sous le bureau, devenue une brique inutile à cause du brouilleur qui clignote avec arrogance sur le mur. Je tiens les preuves de ses crimes entre mes mains, les journaux fabriqués, le prêt prédateur, la preuve de son désespoir, mais je n'ai aucun moyen de les diffuser au monde. La bibliothèque, remplie de la sagesse accumulée de 1000 livres, est devenue un vide où la vérité va mourir. La porte du sous-sol s'ouvre avec une violence qui fait sursauter Tessier. Christophe sort en trébuchant, des toiles d'araignée dans les cheveux, le visage d'un violet malsain. Il serre un petit tube en caoutchouc, le manchon ergonomique, que je l'ai envoyé chercher comme s'il s'agissait d'un sceptre. Trouvé, allait-il, la voix épaisse et pâteuse. Les mots sortent humides, sa langue luttant pour former les consonnes. Il s'arrête net sur le seuil. Ses yeux dardent de moi à la mallette ouverte sur la table basse. Au carnet de cuir dans mes mains. À la chemise rouge vif exposée aux yeux de tous. L'air dans la pièce change instantanément. La température semble chuter de 10 degrés. Le sédatif le ralentit, ses réflexes sont émoussés, son contrôle moteur s'effiloche. Mais il balaie aussi ses inhibitions, arrachant les couches de retenue sociale qui empêchent les hommes comme Christophe de passer à l'acte. Le neveu charmant a disparu. À sa place se tient un homme qui réalise que sa proie vient de mordre. Sa voix est plate, glaciale. Qu'es-tu fait? Il lâche le manchon en caoutchouc. Il rebondit sur le parquet et roule sous le canapé. Il se jette en avant. Il ne me frappe pas encore, mais il abat ses mains sur la table basse avec une force qui fait danser le service à thé en argent, les tasses en porcelaine s'entrechoquant dans leur soucoupe. Le bruit est percutant, violent.
Il me surplombe, sa silhouette massive masquant la lumière de la fenêtre. Son ombre m'engloutit tout entière. Tu te crois maligne? Sa voix monte, le contrôle s'évapore. Tu te prends encore pour la grande experte? Celle qui a fait tomber les plus gros fraudeurs de la place de Paris? Il m'arrache les journaux de démence des mains, ses doigts écrasant la reliure en cuir. Son haleine est brûlante et sent la décomposition chimique, le sédatif métabolisé qui tapisse sa langue. Tu n'es rien, Madeleine. Une note de bas de page. Il vibre d'une énergie terrifiante, induite par la drogue. Ses doigts se crispent et se desserrent rythmiquement. Je vois la guerre qui se joue derrière ses pupilles dilatées. La partie civilisée de son cerveau qui lui hurle d'arrêter, et la part animale, désespérée, qui le pousse à commettre l'irréparable. Son téléphone émet un gazouillis. C'est un son joyeux, une petite mélodie légère qui tranche la tension comme une lame. Christophe sort maladroitement l'appareil de sa poche, plissant les yeux vers l'écran. Ses lèvres bougent alors qu'il lit le message. Un sourire lentéhideux s'étire sur son visage. C'est l'équipe d'intervention, dit-il avec un triomphe maniaque. L'inspecteur Renard est le médecin des services de tutelle. Le docteur Harris. Très expérimenté avec les cas difficiles. Il regarde la pendule sur la cheminée, une pièce ancienne en bronze et émail, dont le tic-tac régulier scande mon arrêt de mort. Puis il revient vers moi, les yeux brillants. 5 minutes, Madeleine. Dans 5 minutes, je n'aurai plus besoin d'être gentil. Dans 5 minutes, tu deviens dossier médical, et je deviens l'homme qui t'a sauvé de toi-même. Il se tourne vers le buffet, le meuble en acajou où Adrien gardait ses petits trésors. Un vase de style Ming. Une carafe en cristal. Le coupe-papier en laiton que j'avais glissé dans ma poche plus tôt. Attendez. Je palpe mon cardigan. Ma poche est vide. Il a dû s'en emparer au moment où il m'a arraché les journaux. Mes doigts se referment sur du vide. Christophe soulève le vase, une porcelaine bleue et blanche, une reproduction mais qui vaut tout de même quelques milliers d'euros. Avec une délibération glaciale, il le balaie d'un geste sec. Il se fracasse sur le parquet, explosant en 1000 dents de porcelaine. Puis il ramasse le coupe-papier en laiton. Il le lève vers la lumière, examinant la lame émoussée. C'est une antiquité, n'est-ce pas? Demande-t-il sur un ton presque conversationnel. Adrien adorait ce genre de choses. Il traîne la pointe sur son propre avant-bras. Le mouvement est lent, délibéré. La lame n'est pas tranchante, mais elle n'a pas besoin de l'être. La pression suffit. Une fine ligne rouge perle sur sa peau, coulant en un délicat ruisseau vers son poignet. Regarde ce que tu as fait, ma petite tante, murmure-t-il, la voix tremblante d'une douleur feinte terrifiante. Il lève son bras ensanglanté, laissant le sang tacher le tapis perçant. Tu es si combative quand tu ne prends pas tes médicaments. Les médecins vont être tellement inquiets de ta violence. Il met en scène la situation. Il crée l'épreuve. Quand l'équipe de protection passera cette porte, ils verront un vase brisé, un neveu en sang et une vieille femme fragile au milieu des débris. Il se penche davantage, son visage frôlant le mien. Le sourire a disparu, remplacé par quelque chose de pire, un masque grotesque de pitié. Tu pensais vraiment que l'arithmétique te sauverait? Cheveux-t-il. Les chiffres sont pour les gens qui comptent, Madeleine. Personne ne se soucie d'une virgule quand la femme qui tient le stylo hurle après des fantômes. Il rit, un son sec et haché qui se termine par une toux grasse. Il se moque des 40 années passées à bâtir ma réputation. Il essaie de me convaincre que mon esprit, ma seule véritable forteresse, la seule chose qu'il ne peut ni voler, ni briser, ni brûler, est déjà une ruine. C'est un siège psychologique, et pendant un instant, le poids de tout cela manque de me briser. Je sens les contours de ma vision s'obscurcir. Mes mains se mettent à trembler, pas par jeu, cette fois, mais de peur réelle. Et s'il avait raison? Et si personne ne me croyait? Et si l'équipe de protection entrait ici et ne voyait que ce que Christophe a décidé de leur montrer? Je ne peux pas cautionner ça. La voix est basse, tremblante. Monsieur Tessier. Je l'avais presque oublié. Il se tient près de la porte, le visage pâle, serrant son porte-document contre sa poitrine comme un bouclier. Il ne me regarde pas. Il ne regarde pas le sang sur le bras de Christophe ni le vase au sol. Il veut seulement échapper au désastre. J'enverrai le rapport préliminaire par courrier, bafouille-t-il. Et il disparaît,
la porte claquant derrière lui. La sortie des lâches. Désormais, nous ne sommes plus que deux. Moi et l'homme qui hallucine sa propre victoire. La maison est silencieuse, à l'exception du grondement lointain d'une sirène qui commence à hurler depuis l'avenue. Ils arrivent. Je me laisse glisser dans mon fauteuil Voltaire, les mains jointes sur mes genoux. Je laisse mes épaules s'affaisser, ma tête penchée vers l'avant. J'ai l'air d'une femme vaincue. Je ressemble exactement à ce portrait délavé que Christophe veut que je sois. Les sirènes hurlent de plus en plus fort, un cri rythmique qui signale la fin de mon autonomie, la fin de ma dignité, la fin de tout ce que je me suis battu pour préserver. Je vois maintenant les gyrophares se refléter sur les vitres de la bibliothèque, projetant des stroboscopes bleus et rouges sur les rangées de livres. Ces volumes qui représentaient autrefois le savoir et l'ordre ressemblent désormais à des pierres tombales dans un cimetière. Je suis au plus bas. PG. Calumny. À quelques secondes d'être traîné vers une unité fermée de la clinique de l'Olivret, où on m'attachera à un lit pour me gaver d'antipsychotiques jusqu'à ce que je devienne réellement cette femme brisée que Christophe décrit dans ses rapports. Christophe s'approche de la fenêtre, écartant les rideaux. Les voilà, dit-il, la voix vibrante d'anticipation. Pile à l'heure. Il ajuste sa chemise, passe une main dans ses cheveux emmêlés de toile d'araignée. Il prépare sa performance. Le neveu inquiet, le tuteur malgré lui, l'homme qui a tout tenté pour aider sa tante bien-aimée mais qui a finalement été contraint de solliciter une intervention professionnelle. Reste là, ordonne-t-il en me pointant du doigt sans se retourner. Ne bouge pas. Ne dis rien d'idiot. Il se dirige vers la porte d'entrée pour accueillir ses alliés. Il avance comme s'il était sur un navire en pleine tempête, sa démarche titubante, son épaule frôlant le mur pour ne pas tomber. Le sédatif le frappe de plein fouet maintenant. Son corps livre une bataille perdue d'avance contre la léthargie chimique. Dès qu'il a le dos tourné, mes mains s'activent. Pas avec l'incertitude tremblante d'une vieille femme fragile, mais avec la rapidité et la précision d'un tricheur de cartes exécutant un tour de passe-passe magistral. Je plonge la main sous le coussin du canapé, celui du milieu, là où le rembourrage s'est compressé avec le temps et j'en sors la correction. Les documents que j'ai préparés il y a quelques heures, pendant que Christophe était au sous-sol à fouiller frénétiquement les archives. Les papiers que j'ai tapés sur la vieille machine à écrire d'Adrien, en utilisant les modèles juridiques que j'ai mémorisés après 40 ans d'expertise judiciaire. Je les échange contre les formulaires de tutelle au dos bleu posés sur la table basse. Un jeu de papier pour un autre. Une simple substitution. Une écriture comptable rectifiée. Je me rassois au moment précis où la sonnette retentit. Un carillon net, de notes qui résonnent comme le marteau d'un juge. Mes mains sont jointes sur mes genoux. Mon visage est vacant, confus. Mais intérieurement, je souris. L'audit est terminé. L'heure des comptes a sonné. Les doubles portes de la bibliothèque s'ouvrent à la volée, laissant entrer l'air froid de la soirée comme un souffle coupé. Deux silhouettes se dessinent sur le seuil. L'inspecteur Renard, un homme aux épaules larges, la cinquantaine, avec le regard las et vigilant de ceux qui ont tout vu de la duplicité humaine, et une femme en blouse blanche portant une sacoche médicale en cuir. Christophe est un maître de l'esbrouf. Je l'ai vu vendre des concepts foireux à des investisseurs optimistes, charmer ses créanciers pour effacer ses dettes, et convaincre deux femmes de l'épouser malgré tous les signaux d'alerte. Mais l'hydrate de chloral a transformé sa performance en une caricature grotesque. Il trébuche vers eux, les mains tendues dans un geste d'accueil désespéré. Sa voix est un trémolo rauque, craquant sur chaque syllabe. Dieu merci, vous êtes là. Elle a complètement disjoncté. C'est un cauchemar. Il ressemble à un homme qui revient de la guerre, les cheveux hirsutes, le visage empourpré et luisant de sueur, une fine ligne de sang encore visible sur son avant-bras là où il a entaillé sa propre chair. Moi, j'ai simplement l'air d'une femme qui a survécu à la sienne. Je reste assise, le regard baissé. L'image même de la vieillesse vaincue. Regardez ça, hurle Christophe en brandissant son bras ensanglanté sous le nez de l'inspecteur. L'officier ne scie pas. Il observe la plaie avec le détachement clinique de celui qui a vu bien pire. Elle s'en est prise à moi avec le coupe-papier, continue Christophe dans un flux de paroles frénétiques. Elle a brisé le vase. Elle entend des voix, elle parle d'or dans les tuyaux. Adrien par-ci, Adrien par-là. Elle croit que son mari est encore ici. Il me pointe du doigt,
son bras agité d'un tremblement neurologique fin qui n'a rien à voir avec l'émotion. La femme en blouse blanche, le docteur Harris, s'approche de moi avec un regard de pitié professionnelle. Elle est jeune, la quarantaine, avec des yeux doux et les gestes mesurés de ceux qui travaillent avec les personnes vulnérables. Madame Beaumont, dit-elle doucement en s'agenouillant près de mon fauteuil. Je suis le docteur Harris, des services de protection. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez? Je ne la regarde pas. Je garde les yeux fixés sur Christophe, observant le spasme de sa mâchoire et le battement erratique de ses paupières. Le poison atteint son paroxysme, inondant son sang, paralysant son cortex moteur. Il s'effondre en temps réel. Je reste parfaitement immobile, une statue de dignité au milieu des débris de porcelaine. L'inspecteur Renard ne s'approche pas de moi. Il ne regarde ni le vase, ni le sang, ni le chaos que Christophe a si soigneusement mis en scène. Il regarde Christophe. Il a passé 20 ans à lire le langage corporel, à interroger des suspects, à séparer le vrai du jeu d'acteur. Et ce qu'il voit, c'est un homme en détresse, mais pas celle d'un proche dévoué. Il remarque les perles de sueur sur la lèvre supérieure de Christophe, malgré le froid qui s'engouffre par la porte. Il voit ses pupilles dilatées, trous noirs reflétant les gyrophares bleus d'une manière qui suggère une influence chimique. Il voit le tremblement de ses mains, son poids qui bascule d'un pied sur l'autre comme un boxeur sonné. « Monsieur Beaumont, dit l'inspecteur d'une voix de basse menaçante. Vous semblez agité. Pourquoi ne pas vous asseoir? Je vais bien. Aboie Christophe, la voix trop forte. Ce n'est pas moi qui dois m'asseoir. C'est elle. Il faut l'interner avant qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. Je me penche en avant, courbant mon dos pour adopter la posture d'une vieille dame luttant pour s'exprimer. Ma voix n'est qu'un murmure, conspirateur, parfaitement calibré pour porter dans le silence soudain de la pièce. Christophe, mon chéri, est-ce que les hommes du Luxembourg sont venus pour les 200 000 €? Est-ce pour ça que tu es si nerveux? L'effet est instantané. Le visage de Christophe passe du pourpre à un gris terreux. Sa bouche s'ouvre et se ferme comme celle d'un poisson hors de l'eau. Tais-toi, hurle-t-il, sa voix claquant comme un fouet. Ne l'écoutez pas. Elle invente tout. Elle essaie de saboter l'audit. Quella audit? Je vois la question se former dans les yeux de l'inspecteur. Elle est malade. Continue Christophe, ses mouvements devenant saccadés, agressifs. Il fait les 100 pas, décrivant des cercles frénétiques entre le canapé et la fenêtre. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est la démence qui parle. Mais il perd le fil. Son esprit s'en mêle dans le filet de ses propres mensonges. Le sédatif lui retire la capacité de maintenir plusieurs versions, de garder son histoire cohérente. Il n'y a pas d'audit, Christophe. Crie-t-il soudain en se tournant vers le docteur Harris. C'est vous qui êtes malade. Vous croyez que vous allez prendre mon argent? Vous êtes de mèche avec elle, c'est ça? Il la pointe du doigt, le geste menaçant. Elle vous a payé. Ma tante vous a payé avec l'argent de la SCI. C'est un coup monté. Un complot. Le docteur Harris recule, son calme professionnel laissant place à une alarme réelle. Sa main se dirige vers la radio à sa ceinture. Inspecteur, dit-elle à voix basse, le ton serré. Il présente tous les signes d'un épisode maniaque induit par des substances. Idées paranoïaques, délire de persécution, agitation psychomotrice. Je ne suis pas paranoïaque. Rugit Christophe. Je suis le seul ici à voir clair. Le « sourire de requin » a disparu, remplacé par un rictus féroce. Le vernis de l'école de commerce, le parfum coûteux, le personnage soigneusement construit de l'entrepreneur brillant. Tout a été décapé par le sédatif, ne laissant que le joueur désespéré. L'homme qui doit une fortune à des criminels. L'homme qui a hypothéqué la maison de sa tante pour sauver son entreprise fantôme. L'homme qui se noie et qui est prêt à couler tout le monde avec lui pour rester à la surface. On doit finaliser le transfert maintenant, hurle-t-il en se jetant vers la table basse. Il saisit les papiers au dos bleu, ceux que j'ai substitués dans l'ombre pendant qu'il accueillait l'équipe sur le perron. Si elle est sous tutelle, j'ai l'autorité. C'est la loi. Segnez. Tout le monde signe. Il est frénétique, sa vision se rétrécissant sans doute alors que l'hydrate de chloral paralyse son système nerveux central. Il n'a plus qu'un objectif obsessionnel, obtenir la signature. Sécuriser l'argent. Survivor. Il ne voit pas le document pour ce qu'il est.
Il le voit comme une bouée de sauvetage. Pour lui, ce bleu est la couleur de la sécurité, de la légitimité. Il plaque les papiers sur la table basse avec une force qui fait sursauter le docteur. Il tâtonne pour attraper le stylo en or, le Mandblanc d'Adrien qu'il m'a pris, et ses doigts sont si maladroits qu'il manque de le faire tomber. Sa signature est une ruine hachée, méconnaissable. Ce n'est plus l'écriture assurée d'un homme de pouvoir, mais une série de griffonnages désespérés. Il signe les 3 exemplaires, sa respiration devenant sifflante et humide. Le son est laborieux, effrayant. Voilà, allait-il entendant les papiers à l'inspecteur Renard d'une main tremblante. C'est fait. Elle est à moi. Elle est sous ma responsabilité. Jiménez là. Il s'adosse au canapé, les épaules tombantes, un air de satisfaction atroce et drogué se répandant sur son visage. Il vient de signer le contrat, le plus coûteux de sa vie sans en lire les petites lignes. Yeme. Le mouvement est lent, délibéré. Mon dos se redresse, mes épaules se carrent. Mes mains, autrefois tremblantes, s'immobilisent. Je tends le bras et retire les documents des mains de l'inspecteur Renard avant qu'il n'ait le temps de les parcourir. Je lui offre un petit sourire acéré, ma première expression sincère depuis 3 mois. Inspecteur, dis-je d'une voix claire et précise, chaque syllabe parfaitement articulée. Regardez donc l'entête. Je désigne du doigt les caractères gras en haut de la première page. Ce ne sont pas des papiers de mise sous tutelle. Je tourne le document pour qu'il puisse le lire sans équivoque. Demande d'admission en soins psychiatriques à la demande de l'intéressé, République française. Je sous-signais, Christophe Beaumont, jouissant de mes facultés mentales, demande par la présente mon admission volontaire pour évaluation et traitement à la clinique de l'Olivret pour une période minimale de 72 heures, reconnaissant souffrir d'une détresse psychologique sévère et pouvant représenter un danger pour moi-même ou pour autrui. Et juste en dessous, en caractères plus petits. Aveu sous serment et reconnaissance de détournement de fonds. Je, Christophe Beaumont, reconnais et confesse par la présente avoir transféré illicitement la somme de 4 millions € de la SCI Beaumont sans autorisation, utilisant lesdits fonds pour épurer des dettes personnelles et des obligations commerciales liées à la société Apex Living. Je reconnais en outre avoir fabriqué des documents médicaux concernant l'aptitude mentale de Madeleine Beaumont dans le but de prendre le contrôle illégal de son patrimoine. Christophe fixe les papiers entre les mains de l'inspecteur. Sa bouche s'ouvre, se ferme, se rouvre. Je n'ai pas. Sa voix n'est plus qu'un souffle. Toi. La réalité le percute de plein fouet, comme un train lancé à toute allure. Il tente de se jeter sur moi, ses doigts griffent en l'air, son visage tordu par un masque de rage et d'incrédulité. Sailgars, hurle-t-il. Tu ms Peach. Tu ms Drogue. Tu. Mais ses jambes finissent par le lâcher. Le sédatif a gagné. Il s'effondre en avant, ses genoux heurtant le parquet avec un craquement sinistre. Son visage atterrit à quelques centimètres des éclats de porcelaine du vase qu'il avait brisé pour m'accuser de violence. Il rampe sur le sol, ses mouvements sont lents, pesants, ses membres refusant désormais de lui obéir. Le prédateur est devenu une plaisanterie grotesque. Maîtrisez-le, dit calmement l'inspecteur Renard. 2 ambulanciers entrent par le couloir, ils devaient attendre à l'extérieur et interviennent avec une efficacité clinique. Christophe se débat, mais ce n'est que l'agitation désordonnée d'un homme dont le cerveau a rompu la connexion avec ses muscles. Ses bras s'agitent, ses jambes s'élancent, mais sans aucune coordination, sans aucune force. C'est un génie. Gémit-il alors qu'il glisse les sangles de contention autour de ses poignets. C'est une experte comptable. Elle a tout prévu. Elle m'a empoisonné. Elle. Monsieur. Calmez-vous, dit l'un des infirmiers d'un ton neutre. Elle se joue de vous. Hurle Christophe, la voix brisée. Elle n'est pas malade. C'est moi qui ne suis pas malade. C'est un coup monté. Vous devez m'écouter. Les ambulanciers échangent un regard entendu. Ils ont l'habitude. The liar's paranoiacs. Théorie du complot. Les dénis désespérés d'un homme en pleine décompensation psychotique. Pour eux, ces cris ne sont que la confirmation finale de son état. Ils le soulèvent sur un brancard pliable, l'attachant avec des gestes précis et impersonnels. Non. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai pas signé les bons papiers. Elle les a échangés. Madeleine, dis-leur. Madeline.
Sa voix s'étouffe à mesure qu'il l'emporte dans le couloir, passe la porte d'entrée et rejoigne les gyrophares de l'ambulance qui attend dans l'allée circulaire. L'inspecteur Renard reste seul avec moi. La maison retombe soudain dans un silence profond. Il regarde les « journaux de démence » posés sur la table basse, ces preuves fabriquées que Christophe a mis des semaines à élaborer. Puis il contemple les aveux signés entre ses mains. Enfin, ses yeux se posent sur mes mains arthritiques, nouées et gonflées, appuyées sur le pommeau de ma canne en acajou. Puis il plonge son regard dans mes yeux gris acier. Un long silence s'installe. Il sait. Il sait que je n'ai pas seulement survécu. J'ai mené l'audit d'une âme et je l'ai trouvée déficitaire. J'ai identifié l'anomalie, tracé le flux des capitaux volés et équilibré le grand livre avec une précision chirurgicale. Vous êtes une femme extrêmement méticuleuse, Madame Beaumont, dit-il doucement. J'ajuste le rang de perles de culture à mon cou. L'exactitude est une habitude, inspecteur. Une habitude que mon neveu n'a jamais su acquérir. Il acquiesce lentement, glissant la confession signée dans un sac de preuves. Je devrais vous poser quelques questions. Demain, sans doute. Quand vous aurez eu le temps de vous remettre. Bien entendu, inspecteur. Je reste à votre entière disposition. Il hésite un instant, puis incline la tête dans un geste qui pourrait être du respect ou quelque chose de tout à fait différent. Madame, dit-il simplement. Puis il s'en va. La maison est de nouveau silencieuse, comme au temps où Adrien était encore là. Ce n'est pas le silence oppressant de l'isolement, mais la tranquillité paisible d'un espace qui n'appartient qu'à moi seul. Je traverse la bibliothèque, ma canne cliquetant doucement sur le parquet. Mes doigts effleurent les reliures de la collection de Dickens, ce cuir froid et familier. Je me dirige vers la terrasse, ce large balcon entouré de colonnes blanches et de fougères suspendues. Et je m'installe dans le fauteuil en osier qu'Adrien et moi avions acheté lors de notre voyage de noces. L'air frais de la soirée s'installe sur les vieux chênes de la propriété. Le ciel s'assombrit, se parant de traînées roses et dorées. Je tiens une tasse d'Earl Grey entre mes mains, amer, brûlant, préparé par mes soins dans ma propre cuisine. Les 4 millions seront récupérés. Les avocats de la SCI